aujourd'hui, le sentiment général, il est flou. On parle d'un côté du boom de la couverture médicale et de la croissance de la demande pour produits pharmaceutiques. Mais de l'autre côté, on entend les pharmaciens tirer le signal d'alarme sur l'effondrement de leurs marges au quotidien. Donc, pour comprendre le marché pharmaceutique, nous avons avec nous le spécialiste de la donnée pharmaceutique au Maroc, à savoir Ecuvia, en la personne de Sina Derbouyed, auquel j'ai deux questions. Quelle est la réalité du marché pharmaceutique actuellement? Nous savons que vous montez vos chiffres à partir des sorties grossistes, si je me trompe. Est-ce que vos données à vous pourraient-ils expliquer ce découplage inquiétant qu'on vit entre les volumes de vente qui augmentent et des marges de rentabilité pharmaceutique qui sont en baisse? Est-ce qu'il y a moyen de recouper ça à travers vos données? Donc, pour répondre à ça, je vous cède la parole à Sinadir pour dresser le tableau, le décor sur lequel on va broder par la suite, Charles. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour la présentation et merci pour le contexte. Je pense, et je ne vous apprends rien, le pharmacien et l'officine fait partie du parcours du patient qu'on connaît. Donc, nous passons par le diagnostic d'une pathologie, à sa prescription, à la prescription de la thérapeutique et bien évidemment de la dispensation du médicament. Après, quand nous parlerons du marché du médicament, sans données exactes, nous serions là en train d'échanger des opinions et rien d'autre, hein, n'est-ce pas? Donc, peut-être pour me présenter, j'ai passé les quelques années au niveau de l'industrie pharmaceutique et ça fait pratiquement 3 ans et quelques mois que je suis chez Ecuvia. Vous aurez compris, 25 ans, ce n'est pas mon âge. Alors, pour l'environnement, avant de parler de data pharmaceutique, peut-être est-il intéressant de parler de l'environnement actuel au Maroc. Ça fait peut-être 2, 3, peut-être même 4 ans que nous parlons de réforme du système de santé et nous parlons également de l'expansion de l'AMO et tous les chantiers qui sont en cours. Certains sont bien avancés, d'autres en cours de finalisation. Mais vous m'autoriserez peut-être de citer quelques points essentiels. En matière de gouvernance, nous avons les 3 agences qui sont là maintenant pour piloter ce changement. En tout cas, essentiellement, l'Agence du sang, la MPPS, puisque la Haute Autorité du Médicament n'est pas encore opérationnelle. Les ressources humaines, nous parlons bien évidemment de cette ambition de renforcer le nombre de médecins, de standardiser aussi le volet salarial, de ramener les compétences marocaines au Maroc pour exercer. Donc ça, c'est le volet ressources humaines. En matière d'infrastructure, bien évidemment, vous l'aurez remarqué, c'est aussi l'augmentation et la standardisation du nombre de lits et des structures de santé au Maroc. Et le dernier point, il a été longuement débattu et on en a parlé, c'est la digitalisation. La digitalisation à tous les niveaux, hein, j'entends, puisque c'est la dématérialisation du dossier du patient. C'est aussi tout ce qui touche au GST. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la nomination de 5 GST de directeurs de GST qui sont là. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas une petite réforme, c'est tout le modèle qui a changé. Et la question derrière tout ça, c'est de dire, quand il y a ce genre de changement, pour répondre à cette question, quel est l'impact direct sur le marché du médicament? Alors, je ne voulais pas faire les choses d'une manière un petit peu ciblée Maroc. J'ai voulu que nous nous repérions par rapport au monde. Donc, c'est en entonnoir, monde, continent, région, et on atterrit chez nous au Maroc. Hein. Donc, si on s'intéresse au marché du médicament monde, je suis en train de vous parler d'un marché de 2300 milliards de dollars. Et tenez-vous bien, la moitié de ce marché, c'est les États-Unis. 1200 milliards de dollars pratiquement. Alors, revenons au continent. L'Afrique et le Moyen-Orient, à eux deux, totalisent plus de 60 milliards de dollars, quand le Japon, en matière de superficie, un archipel d'îles, le Japon, c'est 71 milliards de dollars. Alors, bien évidemment, tout ce que nous voyons ici, c'est une composante prix et volume.
Mais quand même, nous voyons un pays qui totalise plus d'un continent, n'est-ce pas? Si on parle de l'Europe, on parle d'un marché du médicament à 400 milliards de dollars. Si on continue, dans le Moyen-Orient, un marché qui est prévu à être aux alentours des 41 milliards de dollars, c'est un marché qui est drivé par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas une surprise, hein, on peut le deviner, n'est-ce pas? C'est un marché qui, en matière de croissance, oscille aux alentours des 7% de croissance. Pour notre continent, en Afrique, pour faire court et simple, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et le Nigeria, c'est eux qui dominent le marché pharmaceutique africain. C'est un marché qui est appelé à être aux alentours des 32 milliards de dollars. Donc, on est à d'autres couches. On arrive dans notre pays, au Maroc. Alors, au Maroc, en 2029, le marché pharmaceutique du retail, je vous parle du marché privé. Il n'y a pas les données hospitalières ici, hein, pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est un marché qui est prévu à être aux alentours des 2 milliards 100 millions de dollars, quand aujourd'hui, en 2026, il sera clôturé à 1 milliard 777 milliards de dollars. 1 milliard 777 millions de dollars. Nous attendons en matière de forecast à une croissance de pratiquement 7% pour les prochaines années à venir. Et cette croissance est attendue grâce à ce que j'appellerais les accélérateurs de croissance. D'abord, il y a la réforme du système de santé, première des choses. L'expansion de l'AMO, puisque la couverture s'élargit. Donc, plus de demandes, plus de facilité d'accès aux médicaments et donc plus de demandes et de consommation de médicaments. Les investissements en matière de santé, alors vous le savez peut-être, vous ne le savez pas peut-être, mais la destination Maroc, le pays Maroc, en matière d'investissement, en matière de santé et d'industrie pharmaceutique, est regardé, demandé et zoomé de près par les grandes industries pharmaceutiques mondiales. Et je dirais, on peut parler de risque, mais tout dépend de celui qui va lire. Si c'est une multinationale, si c'est un opérateur local ou si c'est un génériqueur. Alors on parle de points de considération. Alors le prix, je pense que vous le savez aussi, on est le 22, le 23. Le décret de prix du médicament, il est en train d'être discuté et on s'attend à sa publication en juin, peut-être juillet. C'est un décret, je l'ai choisi de ne pas en parler parce qu'il est strictement et fortement orienté sur la réforme du prix du médicament. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un point à considérer. Et la compétition. Compétition entre multinationales, ça va de soi. Compétition entre génériqueurs, bien évidemment. Et compétition générique multinationale également. Donc, un marché hautement compétitif. Notre marché au Maroc est un marché divisé en 3 segments. Vous avez les génériqueurs, vous avez les molécules mères. Alors, par others, les autres, c'est les compléments alimentaires, les multivitamines et tout le reste. Hein. Donc, quand on voit en valeur, c'est une parité égale entre les molécules originales et les génériqueurs. Si on parle du volume, là aussi, les originaux dépassent de très très peu les génériqueurs. Et tout ça, quand on s'intéresse au pourquoi du comment de la chose, pour les génériqueurs ou pour les originateurs, c'est essentiellement les anti-infectieux, les antihypertenseurs et les antidiabétiques de nouvelle génération qui drivent ce marché. Quand je dis ça, je fais appel à tous ceux qui sont en officine qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent le remarquer. Bien évidemment, ce que vous aurez remarqué également, c'est que c'est un marché qui a continué sa croissance tout au long des 4 ou 5 dernières années. Après, multinationales ou locaux, industrie locale ou régionale. Là aussi, c'est essentiellement l'industrie locale ou régionale qui commence à prendre le dessus par rapport à la multinationale. Donc là, c'est un point assez intéressant parce que on peut commencer à parler de shift. Ce n'est pas un secret, le Maroc a toujours été pionnier dans l'industrie locale et a toujours été pionnier quand on parle des industries du médicament en Afrique. Le Maroc a toujours été dans le top 3
des producteurs de médicaments. Et là, ça devient intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les 10 dernières années, quand on présentait la donnée pharmaceutique, il y avait dans le top 5 des multinationales, que vous connaissez, et puis suivi par de l'industrie locale. Aujourd'hui, quand vous pouvez le voir, c'est une mosaïque. Donc, des locaux suivis de multinationales, et il n'y a pas avec le split et la différenciation. C'est une mosaïque de producteurs locaux et multinationales. Ici, ce qui est intéressant à voir, c'est que la multinationale à la plus forte croissance, c'est AstraZeneca actuellement, qui apparaît. Bien évidemment, Sanofi, de par sa longue présence au Maroc, reste dans le top 5. Et l'industrie et les fleurons de l'industrie locale au Maroc, donc Botu, Cooper, Sotema et Pharma 5, sont là et sont bien présents avec des KPI de performance très respectables. Ensuite, en matière de classe thérapeutique, les anti-infectieux, les antihypertenseurs et les anti-inflammatoires sont dans le top 3. Maintenant, si vous prenez le top 5, les classes thérapeutiques, le top 5, elles totalisent 20% du marché pharmaceutique total privé. Si on prend que les 5 premières classes thérapeutiques. Donc ça, c'est assez intéressant parce que dans cette donnée, j'ai intentionnellement exclu le lait infantile. Si on les injecte dans cette donnée, le lait infantile sera premier. Donc si on voulait traduire cela en habitude de prescription, ça va, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'enfant, le lait infantile est une priorité, les infections à traiter sont une priorité, ensuite viennent les antihypertenseurs, je soigne mon hypertension, je me soigne avec mon anti-inflammatoire, et bien évidemment, puisque j'ai une rhinite allergique, évidemment, je prends mon petit anti-allergène, et puis après viennent les anti-ulcérants. C'est quand même très intéressant, ça reflète un petit peu ce qui se passe chez nous en matière de thérapeutique et de pathologie. Maintenant, si on parle des médicaments en général, le top 15, Augmentin et Doliprane, j'allais dire, font partie de notre quotidien. Hein, moi, j'ai grandi avec ces molécules et ils sont encore là. Suivi de Forxiga, donc la nouvelle génération d'antidiabétiques, Jardiance bien évidemment, un anticoagulant qui est le Rexaban et Galvusmet et Eudes. Donc là, on est dans ce qui configure le top 15 des molécules en matière de prescription dans le marché privé, encore une fois. En fait, je suis en train de présenter tout ça, mais je fais encore appel à vous qui êtes en officine, si ça reflète ce qui se passe chez vous en officine. Hein. Donc, c'est supposé refléter l'ordonnance type que vous recevez chez vous, mais bien évidemment, on est là aussi pour en débattre. J'ai rajouté cette slide qui reflète une étude de 2021. C'est assez intéressant parce que la question qui était posée à l'époque, c'était, voilà, quelle est la performance, quelle est la situation Maroc par rapport aux enregistrements de nouvelles molécules par rapport à l'Afrique et Moyen-Orient. C'est une question assez intéressante parce que on se compare aux Émirats Arabes Unis, à l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, à l'Afrique du Nord, et le Maroc, en 2021, se portait plutôt pas mal parce que l'étude révèle une facilité d'enregistrement, puisqu'on parle de 31 nouvelles molécules enregistrées, et on est pratiquement le numéro 1 en Afrique du Nord. Ça, c'est assez intéressant parce que, en matière thérapeutique, la capacité à enregistrer rapidement permet de dire aujourd'hui, et là aussi c'est acté, si on prend le marché nord-africain, le Maroc est le marché le plus facilement prédictible en matière d'enregistrement du médicament. Si on prend un autre marché comme la Tunisie, l'Algérie ou l'Égypte, c'est beaucoup moins prédictible. Le Maroc, quand on parle d'enregistrement de médicaments, on arrive
à coller aux dates d'enregistrement comparativement à d'autres pays. Une fois que nous avons passé en revue le marché pharmaceutique, nous passons au marché dermocosmétique. Alors, chez IQVIA, la collecte de la donnée se fait par un cycle assez simple. Le laboratoire, le paragrossiste qui fournit les comptoirs, les pharmacies ou les parapharmacies, les stores de parapharmacie. Donc, c'est juste pour vous expliquer comment est-ce que cette donnée est collectée. L'environnement des paragrossistes représente à peu près 80 paragrossistes. Dans cette base de données, nous avons un panel de 27 paragrossistes qui, de par la valeur qu'ils représentent 70% du marché. Et si on devait s'intéresser à la donnée en elle-même, la première des informations que nous notons, c'est que c'est un marché en croissance à 2 chiffres, 16% de croissance, et en volume également, 11% de croissance. À noter qu'entre 2025 et 2026, c'est pratiquement 10% de croissance. Donc on retiendra que c'est un marché qui est en pleine croissance. Alors, comment est-il représenté? C'est un marché essentiellement qui est représenté dans les soins personnels, dans le personal care. On parle des écrans solaires, des dépigmentants, des crèmes antirides, des produits de restitution de la peau et les produits contre la chute des cheveux. C'est la même slide mais en volume. Il y a quelques toutes petites nuances, mais ça ne change pas énormément. Donc, je reprends ce que je disais initialement. La gestion de la donnée peut être une cause et ça peut être une conséquence. Conséquence d'une réforme, conséquence d'une chaîne d'approvisionnement du médicament, conséquence d'une politique de prix, mais ça peut être aussi une cause. La cause parce qu'il faut s'adapter, la cause parce qu'on est dans un marché de mondialisation, mais in fine, la data en elle-même vous permet un petit peu d'avoir une photo globale du marché pharmaceutique marocain. Je pense en avoir assez dit. J'espère qu'il y aura des questions ou pas. Donc, mais je suis là aussi. Merci Nadir pour ta présentation, qui est très intéressante, parce qu'on va ça va en entonnoir. J'aimerais bien savoir si le marché marocain est un marché porteur selon IQVIA. Ça d'une part. J'ai une deuxième question aussi qui va porter sur l'impact de la baisse des prix sur le nombre d'unités vendues, surtout pour les produits pharmaceutiques, médicaments. Je vais essayer de répondre en 2 temps. Mon avis, moi, Nadir Bouayed, ne comptera pas beaucoup. Par contre, ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, si on parle de réglementation pharmaceutique, on parle des textes réglementaires de l'industrie pharmaceutique. Si on parle de la politique de prix actuelle, je ne parle même pas de ce qui va venir. Aujourd'hui, c'est un marché favorable. Pourquoi? Favorable pour l'industriel. D'abord, je viens au Maroc, j'investis au Maroc, je veux enregistrer au Maroc, je commercialise au Maroc, c'est favorable. Parce que les délais d'enregistrement, les délais d'obtention de prix et les délais de remboursement sont connus et, sauf de rares exceptions, on peut coller à ces timelines. C'est un marché favorable à l'industriel local, déjà. L'industriel local, et nous avons les fleurons de l'industrie locale qui opèrent très bien, et je vous l'ai montré. Ils sont dans le top 10 de par leurs médicaments de qualité, de par les aires thérapeutiques qui sont ici. Et vous n'avez pas vu, parce que c'est un marché privé, il y a les aires de spécialité qui sont aussi là. Donc oui, pour faire court, c'est un marché favorable. Par contre, aujourd'hui, le gros du challenge, et ça concerne pas que le Maroc, beaucoup de pays, il y a actuellement, entre guillemets, je dirais, une obsession
de la gestion des coûts du médicament. Un chiffre de 2022, 2023, dans le budget de santé total au Maroc, tout le budget de santé, si vous voulez extraire juste le budget dédié aux médicaments, il représentait 19%. 19%, c'est juste le budget alloué aux médicaments en matière de santé. Alors, ce chiffre-là ne vaut rien. Il faut le comparer à autre chose. Alors, 19% comparativement à 10% en France. Ça laisse un petit peu un point de questionnement. Et ça explique pourquoi il est logique parfois de questionner certains prix de médicaments. Encore une fois, tout dépend de celui qui va poser la question. Si je suis un local, un génériqueur ou une multinationale, n'est-ce pas? Donc oui, le marché est porteur. Oui, le marché le sera encore plus. Et ça explique pourquoi, en début de slide, nous parlons d'une croissance estimée en 2029 en croissance cumulée sur 4 ans à 7% en CAGR. Merci beaucoup, hein, merci pour ta présentation, c'était excellent. Moi, j'aimerais avoir l'avis de Dr Taoufik Derrez en tant que pharmacien de ville, pharmacien d'officine. À partir de votre vécu de pharmacien et en étant en contact permanent avec les confrères pharmaciens dans différentes zones, que ce soit dans les quartiers centre-ville, périurbains, les zones rurales, comment vous allez commenter des chiffres pareils qui émanent d'une institution multinationale telle qu'IQVIA et qui parle de croissance et qui parle de marché porteur? Quelle est la réalité du pharmacien? Comment vous pouvez commenter ces chiffres? Quelle est votre vision à vous, s'il vous plaît? Écoutez, la réalité du terrain, elle est tout autre. On sait qu'il y a quand même, et c'est indéniable, qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui souffrent aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils souffrent de par un marché qui n'est pas porteur et qui n'est pas en réalité en croissance, comme nous le présente IQVIA, ou bien est-ce une tranche de pharmaciens qui ne se sont pas encore mis à niveau pour pouvoir recevoir cette croissance qui, de mon point de vue, ne peut être que là, étant donné que la consommation, et c'est un chiffre que peut-être IQVIA n'a pas présenté, la consommation per capita au Maroc, elle est extrêmement faible par rapport à un pays comme la France. Je ne vois pas pourquoi le Marocain pourrait se soigner au dixième de ce que se soignerait un Français. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes attentes? Est-ce qu'on n'a pas les mêmes gènes? Est-ce qu'on a des gènes beaucoup plus solides qu'eux? Donc moi, je pense que la croissance, elle va être là. Je rejoins IQVIA dans ce constat et dans cette présentation. Maintenant, est-ce que le pharmacien est en bonne position pour pouvoir récupérer cette croissance ou pas? Ça, c'est une autre question que je pourrais peut-être y répondre un peu plus tard. On a eu quand même un électrochoc avec la sortie du rapport du Conseil de la concurrence. Le rapport n'a pas été, de mon point de vue, uniquement négatif. Les pharmaciens d'officine l'ont très mal accepté, ont rejeté cette idée de la libéralisation du capital, et c'est une bonne chose qu'ils l'aient rejetée, mais il va falloir voir un peu plus dans ce rapport, parce que ce rapport, il ne ramène pas uniquement des choses négatives. Il y a beaucoup d'autres points qui ont été cités et qui sont au fait une étude gratuite pour les pharmaciens pour qu'ils puissent évoluer et pour qu'ils puissent accepter et pouvoir être vraiment prêts à suivre la croissance du secteur qui, avec la généralisation de l'assurance maladie, va être une certitude pour moi. Merci beaucoup. Je repose la même question à Dr Salami. Vu que vous êtes président d'un groupement d'achat et vous voyez des flux de consommation auprès de différents membres du groupement, quel est votre avis au sujet des chiffres qui ont été annoncés par IQVIA? Bonjour tout le monde. Moi, je suis du même avis que mon ami Setsofek. J'ai une petite réserve concernant les chiffres de la tranche dermocosmétique. Je crois les chiffres, parce que le marché dermocosmétique, il y a beaucoup de marchés parallèles. Je crois que les chiffres ne sont pas... voilà.
c'est bien de soulever ce point. Nous présentons la donnée du marché dermocosmétique audité, le canal, entre guillemets, fluide. Le reste, il est là, il est réel, nous le savons, mais il n'est pas traqué. Et je vous remercie. Vous faites bien de le relever. Votre avis, Césaire? Alors, moi, je reviens sur la partie que vous avez commentée de la part du médicament dans la dépense du ministère de la Santé, enfin de ce qu'est la santé. Et vous avez dit qu'en France, c'était 10%. En 2023. Mais il y a une chose qu'il faut tenir en compte, c'est qu'en France, le système de santé est plus développé et que la thérapie n'est pas uniquement médicamenteuse. Donc, si à part égale, je pense que la santé, comme le disait Dr Derez, qu'en France, les dépenses sont plus importantes parce qu'il y a la partie non médicamenteuse qui pèse. Il y a l'handicap en France est mieux pris en charge qu'au Maroc. Et c'est via des compétences du ministère de la Santé. Donc, effectivement, il y a des baisses de prix, mais pour moi, ce n'est pas la solution parce qu'il faut prendre en compte toutes les thérapies, pas uniquement les médicamenteuses. Très bien. Petit point aussi, et merci d'en parler. Il y a un adage qui dit acheter par rapport au prix ou acheter par rapport à la valeur. Aujourd'hui, la discussion sur la valeur d'une thérapie prendra toute son importance. Je ne vous apprends rien. Demain, on parle d'une thérapie qui a une valeur pharmaco-économique, aura toute la justification d'exister comme thérapeutique. Très souvent, nous faisons, nous tous, mais nous avons ce biais de lecture sur le prix. Je pense que pour les prochaines années, nous allons parler de pharmacoéconomie. Ça ne sera pas un nice to have, ça va être un must. La pharmacoéconomie et l'impact sur le budget de santé au Maroc, ça va être une obligation. Donc, prix, je veux bien qu'on en parle, mais la pharmacoéconomie et la pertinence pharmacoéconomique va devenir une obligation parce que c'est ça ce qui va conditionner finalement l'existence d'un médicament ou pas. Donc, c'est offert. Vous voulez réagir? Oui, alors je voulais revenir vers ces données de parapharmacie pour un petit peu mettre en scène un petit peu le développement de la parapharmacie. Est-ce que c'est un secteur qui est porteur ou pas? En fait, nous, on n'a pas accès malheureusement aux données d'IQVIA. On aimerait bien, et je ne sais pas si nos instances font appel à vous pour pouvoir avoir certaines données qui sont extrêmement intéressantes. Mais nous, en tant que pharmaciens d'officine, dans notre exercice quotidien, on a un petit peu nos moyens pour savoir si certains secteurs peuvent être intéressants ou pas dans le secteur de la parapharmacie. Il suffit, pour moi en tout cas, de savoir qui est le leader de la parapharmacie sur le marché, okay, de connaître plus ou moins son chiffre d'affaires, chose que je peux avoir très, très facilement, et de connaître le pourcentage de sa part de marché au fait, pour comprendre un peu le chiffre d'affaires de la parapharmacie. Et je peux vous dire que le chiffre d'affaires, il est très intéressant. Preuve de cela est aussi la prolifération des paras, dont un certain nombre, effectivement, ferment leurs portes, mais certaines existent bel et bien et font un chiffre d'affaires. Et ces parapharmacies, au fait, elles ont pris la place des pharmaciens qui n'ont pas voulu s'investir dans ce secteur, tout simplement. Et donc, moi, j'encourage tous les pharmaciens d'officine à considérer ces données et à se dire, voilà, il y a quelque chose à prendre, ces données sont là, il faudrait investir, il faut investir avec intelligence, faire appel à des professionnels, effectivement, mais le marché, il est là, et il est plus de l'essor et de la compétence du pharmacien d'officine que d'un simple investisseur, que des fois, quelqu'un qui n'a même pas de diplôme et qui se permet au jour le jour de faire un conseil sur des produits cosmétiques qui ne sont pas des produits anodins quand même. Ok, merci. On passe au vif du sujet. Une fois qu'on a dressé le tableau avec les chiffres, on sait actuellement que le Conseil de la concurrence il a lancé un pavé dans la mare en annonçant que l'ouverture du capital des pharmacies pourrait être une bouée de sauvetage pour les pharmacies d'officine.
Cette recommandation, elle a été rejetée en bloc par toute la profession des pharmaciens, que ce soit le Conseil de l'ordre ou les instances syndicales. Il y a même eu un sit-in et tout. Au fond, le Conseil de la concurrence, comme on a dit, s'est offert, il nous tend la perche. Il a fait le travail que nous, on devait faire. Donc, il a remué la mare et à partir de là, il pose la problématique du nouveau modèle économique de l'officine. À part la proposition du Conseil de la concurrence qui nous a proposé d'ouvrir le capital des officines, il y a encore la loi 29-28 de la MMPS et qui paraît comme quelque chose de très sérieux. C'est un temps qui est durci de la part de l'Agence du médicament et des produits de la pharmacie. Donc on va être appelé à être contrôlé, inspecté. D'où ma question. Moi, j'aurais bien voulu qu'on ait avec nous les ordinaux, nos présidents et tout, pour les aborder sur ce sujet. Malheureusement, ils sont absents. Donc, ça va être à nous de proposer des solutions, de modèles économiques pour l'avenir de l'officine. Je commencerai par toi, Setofer. Comment vous voyez l'issue? Alors, par rapport aux recommandations du Conseil de la concurrence, comme tu as si bien dit, aujourd'hui, il faut le lire en entier et voir un petit peu les difficultés que nous a posées ce rapport peuvent parfaitement être transformées en opportunités pour nous, en opportunités de croissance, en opportunités de progression. Je ne trouve pas que le Conseil de la concurrence, avec son rapport, nous ait fait du tort plus que du bien. Il nous a un petit peu réveillés par rapport à beaucoup de problématiques, par rapport à beaucoup de points. Bien entendu, je dis ça, mais j'ai été parmi ceux qui ont été les plus fervents défenseurs du sitting qu'on a entamé et de donner un signal fort comme quoi une libéralisation de notre capital à des personnes qui ne sont pas des pharmaciens ou quelle qu'elle soit était une ligne rouge qu'il fallait pas dépasser, qu'il fallait associer les pharmaciens à toute initiative, que les pharmaciens sont là et ont parfaitement la compétence de se remettre en question. Et c'est ça, et c'est cet appel que moi j'aurais aimé lancer à nos différents représentants ordinaux, leur dire voilà, face à la première réactivité, face au fait qu'on a réagi et on a bien fait de réagir, qu'est-ce qu'on a construit derrière? On ne peut pas, à chaque fois qu'on voit une proposition quelconque, se dire non, je rejette sans proposer une alternative derrière. Les alternatives existent. C'est vrai que pour certaines personnes, le changement, et pour beaucoup de métiers, le changement est difficile à entreprendre, que c'est difficile de se remettre en question, de se dire oui, il y a quand même certains points où moi je ne suis pas bon. Dans notre secteur, on n'est pas bon sur plusieurs points. Il faudrait absolument qu'on puisse se remettre en question et mettre en place un vrai modèle, une vraie vision pour la pharmacie d'officine. Et donc, oui, pour le rejet de la libéralisation du capital, oui, pour revoir un petit peu tous les points qui ont été soulevés, tous les points problématiques qui ont été soulevés pour la profession, pour les transformer en de réelles opportunités pour le métier. Merci, Sénordine. Votre avis là-dessus, Afak? Voilà, à mon avis, le Conseil de la concurrence a mis le doigt sur une réalité. L'une est la faiblesse de notre officine autant qu'une entreprise. La pharmacie marocaine est une entreprise qui n'est pas, entre guillemets, rentable. Donc il y a un manque de rentabilité, manque de profitabilité et même ces dernières années, donc il manque de compétitivité vis-à-vis à des concurrents, des paras, etc. Le rapport du Conseil de la concurrence a mis le doigt aussi sur des solutions et des alternatives. À mon humble avis, la meilleure alternative pour sauver la pharmacie, c'est de se regrouper, de se constituer en groupement d'intérêt économique pour mutualiser les achats, mutualiser les outils de développement. Donc, c'est la seule alternative réelle et viable pour la sauvegarde de notre viabilité
financière et aussi pour sauvegarder l'indépendance de notre acte pharmaceutique. Voilà. Ok. En fait, il y a des missions sur lesquelles on parle actuellement. On parle de missions à ajouter à l'exercice du pharmacien, telles que la substitution, la vaccination, le suivi thérapeutique des malades. En fait, c'est une question que j'aurais bien voulu poser aux institutionnels, mais vu qu'ils ne sont pas avec nous, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, sur ces actes qui pourraient être ajoutés à l'exercice de l'officinal. Déjà, on effectue quelques-uns de ces actes. Suivi thérapeutique, on le fait, mais on n'est pas rémunéré là-dessus. Quel serait le modèle de rémunération pour ce genre quel serait le modèle de rémunération pour ce genre d'actes ajoutés à l'exercice officinal, à savoir la vaccination, la substitution, le suivi thérapeutique des patients ALD? Est-ce que vous avez une idée comment le pharmacien pourrait être rémunéré? Écoutez, je n'ai pas une connaissance concrète un petit peu des modalités de rémunération qu'on pourrait éventuellement demander. Je sais que la Confédération elle avait fait un travail là-dessus. Je pourrais éventuellement, peut-être dans une autre table ronde, pouvoir ramener les personnes responsables de ce volet au sein de la Confédération dont je suis membre, et qui pourraient éventuellement présenter un petit peu. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler le soir à minuit et servir des produits qui sont des produits à très petite valeur ajoutée, sans avoir une rémunération pour l'effort qui est fourni au sein de cette garde, au sein de ce temps investi dans sa pharmacie. Le patient, il faut quand même mettre des garde-fous et pouvoir se dire ok, je vais faire ce travail, mais il y a un sacrifice. À chaque sacrifice, il y a une rémunération derrière. Pour revenir aux actes qu'on pourrait éventuellement faire en pharmacie, on les a réclamés depuis longtemps. Il y a certains qu'on peut on peut déjà commercialiser chez nous des tests, les tests d'hélicobactère, les tests du diagnostic précoce du cancer du côlon. Je vois que quand on ne les avait pas, il y avait un grand engouement, une grande discussion pour qu'on puisse les obtenir. Et une fois on les a obtenus, on a commencé à sentir que le pharmacien n'était pas très intéressé. Et ça, c'est quand même pour le moins curieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on a la possibilité de le faire, on n'arrive pas à se former dans ce sens et à se dire oui, ce produit, il doit être présent en pharmacie, uniquement en pharmacie, parce que c'est un produit qui a besoin d'une certaine compétence, d'une certaine explication, et donc je vais faire l'effort de le faire en pharmacie. Donc les opportunités, elles existent. Il faut bien sûr derrière l'engagement du pharmacien d'officine pour pouvoir prendre ces opportunités. Ok, dans le même ordre d'idée, j'aimerais poser la question à vous, docteur Salami, savoir le levier qui est développé actuellement de la préparation magistrale en officine. Vous pouvez nous en parler un peu sur ce sujet qui peut être un acte rentable en officine? Oui, bien sûr. Alors, la préparation magistrale, il peut ni devenir un levier principal pour le développement de l'officine, surtout dans ce contexte où la pénurie des médicaments devient de plus en plus accentuée. La solution des médicaments qui sont soit en rupture, soit qui ne sont pas même disponibles, la solution c'est la préparation magistrale. Je crois qu'il y a un potentiel énorme au Maroc dans ce créneau. Il faut juste y croire et présenter un projet clé en main pour les officinaux. Ce qu'on est en train de faire dans notre association, nous venons de créer une association, c'est l'association marocaine pour la promotion des préparations magistrales au Maroc. L'objectif, c'est la promotion de la préparation magistrale et de présenter un projet clé en main, la formation, l'équipement, matières premières, etc. pour les officines. Donc c'est un créneau qui est très, très, très porteur. Merci beaucoup. Donc, je te céderai la parole, c'est Karim, pour nous benchmarker. Vous êtes consultant en Espagne, où les pharmaciens ont réussi à moderniser leur modèle tout en protégeant le monopole. Sachant qu'en Espagne, les pharmaciens ils continuent à détenir le capital de la pharmacie. Il n'y a pas eu d'ouverture du capital, vous avez sur privé, non pharmacien. Donc, comment l'Espagne a-t-elle réussi à moderniser ses pharmacies sans vendre son âme au capital privé? Et on est la digitalisation dans les officines espagnoles. À vous la parole, c'est Karim. Marwan.
Marouane. Ma partie. Donc, par rapport à l'ouverture du capital, c'était le principal point d'achoppement dans la loi de réforme, où bien sûr tous les collègues étaient contre l'ouverture du capital. Donc j'attends qu'on me passe la partie et je vais vous faire un état des lieux au niveau mondial des principaux pays, comment se présente l'ouverture du capital. Presse 2. Non, non, il manque une partie. Bon, là je vais vous présenter le modèle espagnol, mais bon, il me manque une partie qui était avant, où justement on comparait dans le monde le nombre de pharmacies par habitant. Donc d'un côté, nous avons les pays anglo-saxons qui ont le capital libéré. Ça veut dire que n'importe quel investisseur, s'il a de l'argent, il peut ouvrir des chaînes de pharmacies. Et donc, on a un propriétaire. La règle reste la même pour toutes les pharmacies du monde. Une pharmacie ouverte doit avoir un pharmacien diplômé, ou plusieurs, mais un diplômé, ce que chez les anglo-saxons, ils l'appellent le manager. Dans les pays latins, en Espagne, en France, en Italie, même en Allemagne, le système reste un système... Non, on va rester là-dessus. Reste un système où c'est un pharmacien qui est uniquement titulaire des pharmacies. Le système français que vous connaissez un peu déjà, parce que ici, le système français, on vous en parle beaucoup, où le propre pharmacien peut avoir plusieurs pharmacies. Donc, grosso modo, vous avez en France une pharmacie pour tous les 3300 habitants. En Allemagne, où le marché est plus avantageux, vous avez une pharmacie tous les 4800 habitants. Ensuite, vous avez l'Espagne, dont je vais vous parler un peu du statut qu'ils ont. Ça diffère parce que l'Espagne est un pays fédéral. Ça veut dire que chaque région autonome a sa politique de santé. C'est-à-dire chaque région procède à sa politique de santé. Et je vous ai parlé d'une région qui, justement, a libéralisé complètement son système. C'est la région de Navarre. Les autres sont restés sur un modèle, on va dire, classique à la marocaine. Seulement, en Espagne, il y a deux formats dans la pharmacie. Il y a le médicament et la parapharmacie. Attention, le médicament, c'est médicament sur ordonnance et médicament conseil. Les médicaments sur ordonnance et conseil sont uniquement sous l'indépendant. C'est-à-dire que le pharmacien, en tant que titulaire de sa pharmacie, ne peut pas créer une société, type société limitée ou société anonyme, pour la vente de médicaments. Ça va strictement en indépendant, ce que les Espagnols appellent el autónomo. Et ça, sa fiscalité va progressivement jusqu'à 47% sur le bénéfice qu'il fait. Donc plus la pharmacie est grande et plus elle dépend de la vente du médicament, plus son impôt sur le revenu, l'IRPF, c'est impôt sur le revenu, plus il est élevé. L'autre particularité en Espagne, c'est que les pharmacies ne déclarent pas la TVA. En échange, il n'y a pas que les pharmacies qui ont ce statut. Certaines entreprises peuvent prétendre à ce statut, ce qu'on appelle le recargo d'équivalencia. C'est-à-dire que l'État vous dit, vous ne déclarez pas la TVA, donc vous ne la paierez pas, mais vous ne la récupérez pas. Et comme vous ne la payez pas, il va avoir, entre guillemets, une balance économique où l'État, les impôts, vont y perdre. Donc, selon le type de TVA qu'on va voir après, il y a un petit plus à payer. Sur le médicament, c'est 0,5 de plus. Sur les compléments alimentaires, c'est 1,4 de plus. Et sur la cosmétique parapharmacie libre, c'est 5,2 de points de TVA de plus que sur les autres établissements. La responsabilité, elle est illimitée. C'est le même système qu'au Maroc. Le pharmacien est responsable aussi sur ses biens privés s'il y a un problème. Ensuite, en Espagne, ils ont créé ce qu'on appelle la communauté de biens. C'est un système hybride pour les familles, pour les couples, les associés, mais qui ont surtout une voie de projection pour la légation de la pharmacie. Par exemple, je suis pharmacien et je suis par exemple avec Tofek, on va dire qu'on est cousins ou frères, on est associés dans cette communauté des BNS et Tofek veut progressivement léguer sa pharmacie à son fils.
Donc chaque année, il va vendre des parts. Donc fiscalement, ça va être plus intéressant. Cette partie-là, c'est là où je peux m'associer avec un autre pharmacien. Mais attention, si moi, je suis associé avec un autre pharmacien ici, même si je ne suis pas majoritaire dans la communauté de biens, je ne peux pas être titulaire d'une autre pharmacie. C'est-à-dire, c'est où je me mets en communauté de biens, ou je me mets tout seul. Mais je ne combine pas les deux. En France, vous avez la possibilité d'être majoritaire dans votre pharmacie et minoritaire dans une autre. En Espagne, il n'y a pas. Fiscalement, c'est intéressant parce que là, l'impôt sur le revenu ne va pas dépendre du chiffre d'affaires, mais va dépendre de ce que chacun déclare. C'est-à-dire que, par exemple, si Taoufik a d'autres activités économiques qui vont en indépendant, automatiquement, son taux d'impôt sera plus élevé que le mien. Okay. Pareil, s'il est marié, etc., son statut fiscal lui va lui faire gagner des points. Et ensuite, l'État permet aux pharmaciens qui ont une activité dans la pharmacie importante en vente libre non médicamenteuse de créer une société, ce qu'on appelle la société limitée, la SL. Dans cette catégorie-là, le pharmacien va mettre tout ce qui est vente non médicamenteuse. Orthopédie non financée, cosmétique, hygiène intime, dentaire, etc., etc. Et là, dans la société, ce que justement disait Taoufik, il va pouvoir facturer ses services. Par exemple, tous les tests de hélicobactère, etc., les services de nutrition, les services qui vont être dédiés directement, non pas aux médicaments, mais au bien-être, ils vont être facturés ici. L'avantage, c'est que l'impôt est réduit à 25%. Mais là-dedans, il n'y a pas de personnes externes à la pharmacie dans les deux premières catégories. Ça veut dire que dans l'autonomo et la comunidad de bienes, ce sont que des pharmaciens. Dans la SL, dans la société limitée, c'est là où vous pouvez, en général, faire intervenir un investisseur qui, en général, est le conjoint, quelqu'un de la famille, qui va aider à développer la partie vente libre. Et en général, c'est là où on met le site web. Quand on a des activités économiques, page web, e-commerce, elles sont mises dans la société limitée. Je vous ai pris 3 exemples de 3 régions. Et vous voyez que les chiffres sont disparates. Vous avez la région de Madrid, une pharmacie tous les 2000 habitants. La Navarre, qui va être de pire en pire, une pharmacie tous les 1350 habitants. Et la région la plus fructueuse en Espagne, ce n'est pas l'Andalousie, c'est la région de Murcia. Murcia, c'est la région qui permet d'avoir le taux de pharmacie par habitant le plus élevé. Automatiquement, les pharmacies de la région Murcie sont les pharmacies les plus rentables en Espagne. À Madrid, les pharmacies sont rentables, mais elles ont un problème de foncier. Le foncier est très cher. Et à Madrid, il y a très peu de pharmacies qui sont titulaires des murs. Et une des causes de fermeture de pharmacies dans la capitale, c'est le foncier qui s'envole. Moi-même, en tant qu'employé, j'ai travaillé dans une pharmacie. Aujourd'hui, cette pharmacie a fermé parce que son loyer s'est complètement envolé et la titulaire ne pouvait plus le payer. Elle était à Puerta del Sol, pour ceux qui connaissent Madrid. À Puerta del Sol, il y avait grosso modo 5 pharmacies qui étaient côte à côte. 3 sont parties pour des problèmes de loyer. Elles ont fermé. Elles n'ont pas fermé parce qu'elles n'étaient pas rentables. Elles ont fermé, c'est parce que le loyer n'était plus gérable. Parce qu'un édifice, si vous connaissez Madrid, face à l'Apple Store, a été vendu à un fonds d'investissement, donc il a viré la pharmacie. L'autre est parti parce que le loyer est passé à 40 000 € par mois, donc c'était plus gérable de payer. Et les 2 autres ont demandé un transfert parce que ça devenait plus rentable d'être en banlieue que d'être dans le centre. La région de Navarre, c'est pour ça que je vous l'ai mis, celle-ci a décidé de libéraliser complètement le système de distance des pharmacies. En Espagne, de manière générale, les pharmacies s'ouvrent tous les 250 mètres et elles sont couplées à un nombre d'habitants. Ça veut dire que quand la région décide, c'est par province, de nouvelles ouvertures, il y a par exemple cette année dans la province de Almería, 30 nouvelles ouvertures, et elles vont devoir respecter la distance de 250 mètres. Et ces nouvelles ouvertures, elles sont calculées parce que la population de la province a augmenté. La région de Navarre
a décidé d'enlever complètement le verrou à la distance et au nombre d'habitants. C'est ce qui a fait chuter le nombre d'habitants par pharmacie. Donc, et là, dans la région de Navarre, aujourd'hui, on est dans la première phase, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont fait, cette loi, où on a beaucoup de pharmacies qui ouvrent, mais que si on devrait refaire cette présentation dans 10 ans, ce nombre va diminuer. Et dans la première slide que je vous montrais, aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé. On a libéralisé le marché, donc tout le monde a ouvert là où il voulait, tout ce qu'il voulait, n'importe comment. Aujourd'hui, le marché américain, c'est 60 000 pharmacies pour 330 millions d'habitants. En Espagne, on est 45 millions d'habitants et on est 22 000 pharmacies. Ce n'est pas que le marché espagnol est saturé, c'est simplement que le marché américain, c'est le système que suit la région de Navarre en termes de libéralisation de distance, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Parce qu'après, il y a des déserts médicaux. Par exemple, quand vous allez dans des grandes villes, vous trouvez facilement des pharmacies, mais quand vous sortez du réseau des grandes villes, il est difficile de trouver des pharmacies. Un autre point fort qu'a le système, on va dire, latin, parce que pour moi c'est le système qu'il y a en France, en Espagne, en Italie, c'est le conseil. Comme chaque pharmacien est indépendant, même si on est dans un groupement, on a l'avantage d'avoir juste sa pharmacie. Donc je fais tout pour développer mon activité économique. Automatiquement, ça se traduit sur le conseil. Nous, en Espagne, nous avons les Sud-Américains qui sont très connectés avec l'Espagne. Donc on reçoit énormément de Mexicains, de Colombiens, des gens des Caraïbes, qui eux ont copié le système américain de la libéralisation, on va dire, complète, où tout le monde peut ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, quand ils viennent en Espagne, et c'est pour ça que l'Espagne, dans sa consommation en termes de tourisme, les touristes qui vont en Espagne dépensent beaucoup plus que les touristes qui vont en France, parce que nous avons l'avantage de cette clientèle sud-américaine qui est très aisée. Et quand elle vient en Espagne, ils achètent beaucoup plus dans des pharmacies espagnoles que dans leur propre pharmacie par rapport au conseil. Donc, nous, chez Anova Pharma Consulting, on défend un système où c'est le pharmacien qui est titulaire de sa pharmacie. Mais effectivement, on n'est pas fermé à un système hybride à la française où entre vous, pharmaciens, vous pouvez vous aider. Et un des intermédiaires, c'est justement les groupements. Donc, plutôt que d'investir dans la pharmacie de mon voisin, de mon fils, de ma femme, je peux faire des synergies avec des groupements. Ce qui se passe aujourd'hui, c'était l'autre, mais ça ne va pas apparaître. En Espagne, on a des groupements qui commencent. Ça fait une dizaine d'années que ça commence à naître, les groupements en Espagne. Un des plus grands qui est IMAS, I+. Vous avez aussi Trebol, mais Trebol, c'est vraiment axé sur une centralisation extrême, un peu à l'américaine, où c'est vraiment le groupement qui gère tout. Le pharmacien n'a pas beaucoup de décisions. Et vous avez des groupements, on va dire, plus premium, comme Pharmacia Europa ou PharmaLife, qui, eux, respectent l'identité de chaque pharmacie. Et ce qu'ils vont centraliser, ce sont les achats, mais pas uniquement. Ils vont centraliser les achats, la communication et la formation. C'est-à-dire qu'ils vont intégrer dans leur groupement toute une équipe de marketing qui va s'occuper des campagnes, qui va s'occuper des promotions, qui va s'occuper de la formation des équipes pour justement, quand on va négocier avec les laboratoires, arriver aux conditions que nous ont données les laboratoires pour justement l'année suivante améliorer cette négociation ou du moins la maintenir. Et en France, vous avez un système, vous avez les deux, vous avez des groupements qui prennent en charge tout et d'autres qui justement vont vous laisser votre liberté. Et moi je pense que la pharmacie au Maroc doit s'inspirer du système français et du système espagnol, du système américain, non, pas du tout, mais du système européen qui nous est proche, s'inspirer pour tirer ce qui a fonctionné chez les Espagnols, ce qui a fonctionné, là on le voit bien, en Navarre ça ne marche pas. Il faut garder les distances, il faut mettre au Maroc le critère du nombre d'habitants que vous n'avez pas encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vous avez des pharmacies, Tofek le disait, il y a des collègues qui sont en difficulté, mais quand on regarde les collègues qui sont en difficulté, vous avez des pharmacies qui ont ouvert dans des quartiers où ils n'ont même pas encore fini de construire les lotissements. Donc ça, par exemple, en Espagne, ça n'arrive pas, parce que
on prend en compte le nombre d'habitants nouveaux. C'est-à-dire qu'ils font la balance, combien d'habitants il y a 50 000 nouveaux habitants, comme on considère qu'il y a à peu près 3 000 habitants par pharmacie, ou 2 500, donc on va ouvrir 20 nouvelles pharmacies. Et les 20 nouvelles pharmacies vont devoir respecter une distance par rapport à celles qui sont déjà présentes. Moi, sur cette partie-là, moi, ce que je vous invite, c'est, effectivement, comme dit Taufik, c'est participer avec vos instances pour proposer et ne pas être que dans le rejet. Merci beaucoup. J'aimerais avoir comment vous voyez la digitalisation entre ces pharmacies dans ces groupements-là en Espagne? Comment ça fonctionne? Alors, la Pour digitalisation... la donnée, la data, des achats, des ventes, est-ce que c'est centralisé? Est-ce qu'il y a un master qui collecte toute la donnée pour pouvoir aller négocier avec les labos? Alors, il y a deux cas. On a le cas de la plateforme centralisée. Vous avez des groupements qui ont créé des plateformes et donc les pharmaciens vont acheter directement à leur plateforme, c'est-à-dire que le groupement s'est transformé entre guillemets en grossiste. Donc il achète et il dispatche à ses clients, à ses adhérents. Vous avez par exemple, c'est le cas de PharmaLife à Madrid. Ils sont basés à Madrid, ils sont à peu près 25 pharmacies. Plutôt que de créer tout l'écosystème de distribution, ils ont négocié avec un grossiste. Dans ce cas-là, ils ont négocié avec Cofares. Ce qu'ils ont dit à Cofares, on veut utiliser ta plateforme logistique. Nous, on négocie avec les laboratoires, L'Oréal, GSK, Sanofi, etc. Et donc, Cofares, le groupement, enfin le grossiste, livre au goutte à goutte, ce qu'on appelle le goutte à goutte, les pharmaciens adhérents sur une plateforme interne du grossiste. C'est-à-dire que cette plateforme interne est uniquement fermée aux pharmacies du groupement. Elles ont une condition spéciale, elles ont un code à passer à chaque commande et elles reçoivent leurs produits au coup à goutte. L'avantage, c'est qu'elles n'ont pas besoin de stocker énormément de stock. Elles perdent un peu de marge, oui. Elles perdent, ça dépend des laboratoires, entre 2,5 points et 5 points de marge. Mais on reste sur des niveaux élevés de remise. Et ensuite, vous avez le groupement que je vous ai parlé, Trebol, qui lui achète tout et redistribue à ses pharmacies. Par contre, ce groupement est beaucoup plus strict et beaucoup plus fermé parce qu'il oblige à une consommation minimale à l'année de ces produits-là. Et vous avez d'autres groupements qui bloquent, on va dire, pour moi c'est bloqué, les introductions. C'est-à-dire que par exemple, monsieur a sa pharmacie, il fait partie de ce groupement et il veut introduire X marque. Si cette marque n'est pas référencée dans le groupement, il ne peut pas. C'est le cas de Pharmacie Azul, ils ne peuvent acheter que les marques référencées par le groupement. Donc ça limite. Et vous avez donc, comme j'ai dit, des formes hybrides qui permettent de libéraliser. Ça veut dire avoir le bénéfice de la plateforme, mais en même temps me développer localement avec des marques qui m'intéressent. Et ensuite, vous avez la digitalisation des pharmacies, le e-commerce. En Espagne, un pharmacien n'a pas le droit de vendre les médicaments sur ordonnance en ligne. Il ne peut pas capter ni motiver les consommateurs à lui envoyer les ordonnances. C'est interdit. Il peut vendre sur son site web les médicaments conseils. Mais il ne peut pas inciter, voilà, envoyez-moi vos ordonnances par WhatsApp, etc. C'est interdit. Mais il peut vendre le reste sur son site web. Et c'est là, comme je vous ai dit sur le schéma antérieur, plutôt que de vendre en tant qu'indépendant, il le vend sur une société. Merci beaucoup. J'aimerais ton avis, c'est offert sur ce modèle espagnol. Est-ce qu'il est transposable au Maroc? Avant de passer au modèle marocain, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de présenter Césaire? Oui, bien entendu. Ce modèle espagnol et ce modèle français, c'est le modèle le plus proche un petit peu de notre exercice. On ne va pas aller copier le modèle américain, alors qu'on sait très bien que le modèle américain ne tient pas la route. Il y a une addiction terrible, il y a un accès aux soins de santé qui est terrible aux États-Unis. Même si c'est le premier pays du monde, le système de santé est un des pires au monde. Donc si on doit s'inspirer d'un modèle, il va bien falloir s'inspirer d'un modèle un peu plus humain. Et quel meilleur modèle que le modèle français ou le modèle espagnol pour pouvoir faire cela? Peut-être qu'il y a d'autres modèles en Europe que moi je ne connais pas, peut-être le modèle belge, je ne sais pas quels sont les tenants aboutissants de ce modèle, mais il faut aller plutôt vers un modèle qui a fait ses preuves dans le sens de rendre un vrai service aux citoyens. Et si on rend un vrai service aux citoyens, la pharmacie elle va subsister, elle va se développer.
Si on n'a pas le citoyen comme élément principal, nous ne pourrons pas progresser. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on se rend compte avec toutes ces données qu'il y a un nouveau modèle de métier qui est en train de se construire. Et ce modèle, même s'il va s'appeler pharmacien d'officine et il va être dans les mêmes pharmacies, c'est un modèle qui est totalement différent du modèle qu'on est en train de proposer aujourd'hui. Il faut obligatoirement qu'on puisse en être conscient. Là, avec la digitalisation, avec les nouveaux métiers, avec tout ce qu'on est en train de faire de nouveau et tout ce qui nous est ramené par les nouvelles technologies, il y a énormément d'informations à absorber, à apprendre. Étant licencié en pharmacie aujourd'hui ou docteur en pharmacie ne suffit plus. Il faut un exercice, il faut une formation continue. Et il n'y a pas meilleure manière d'accéder à cette information et à cette énorme charge de travail que bien sûr, de faire appel à une adhésion à un groupement. Les groupements, ils ont cette capacité qui est celle de fournir à tous leurs adhérents en temps et en heure de tous les outils qui vont leur permettre d'exercer ce métier de demain qui va être complètement différent, malheureusement, au métier qu'on a connu pendant nos débuts. Voilà. Malheureusement ou heureusement aussi, dépendamment de la perspective. Parce que pour moi, c'est challengeant au fait de changer de modèle aussi, d'apprendre. Encore faut-il que le mindset puisse suivre. Parce que malheureusement, tout ça est corrélé à un esprit de confraternité, de travail en groupe, de communauté, de chercher le bien pour tous les professionnels. Et pour moi, ça passe obligatoirement par le groupement. Le groupement, c'est notre bouée de sauvetage. Et j'ai eu l'occasion de connaître Nordin Salami, qui est précurseur dans ce modèle-là, qui était un des avant-gardistes à avoir vu venir la nécessité de s'unir et de se regrouper. C'est un groupement qui tient la route. Alhamdoulilah, il est là depuis 8 ans, je pense, Nordin, 9 ans. Avec ses avantages, ses obstacles, ses contraintes. Donc j'invite Nordin à nous parler de l'histoire de Sigma Pharm, des contraintes vécues, ce qu'elle a pu réussir, ce qui va être réussi, Inch'Allah, dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Alors, l'histoire des groupements du Maghreb, c'est une histoire récente. Je dirais, l'expérience, mais l'aventure. Il y a 76 pharmaciens qui se sont réunis en 2017 à l'époque créé le premier groupement d'intérêt économique au Maroc, à savoir Sigma Pharm. Petite définition, donc c'est quoi un groupement d'intérêt économique? Donc c'est une organisation de 2 ou plusieurs pharmacies dont l'objectif c'est de mutualiser les moyens pour renforcer la compétitivité et augmenter la rentabilité de l'officine tout court. Les missions d'un groupement, c'est l'optimisation des achats, développement des ventes et aussi l'information continue et l'accompagnement des membres. Là, je vais aller l'histoire des groupements. J'ai fait un benchmark entre les groupements français, les groupements espagnols et le cas du Maroc. Je crois mon ami Zohir à l'expérience espagnole, donc sans tarder là-dessus. Peut-être l'expérience française. La France, en chiffre, donc plus de 20 000 pharmacies d'officine. 90% des pharmaciens d'officine en France font partie d'un groupement. En France, plus de 39 groupements d'intérêt économique. Le concept, l'enseigne et marque distributeur fortement développé. Je dirais 3 exemples. L'exemple Gifar, il renferme maintenant plus de 1250 membres, c'est le plus ancien, avec un chiffre d'affaires 2,5 milliards d'euros. Pharmacie Lafayette, c'est un autre modèle, 320 pharmacies, donc c'est plus petit, avec un chiffre d'affaires 1,22 milliard. Et là, le modèle économique est un petit peu différent de celui de Gifar. Gifar est un modèle coopératif. Le modèle économique de Pharmacie Lafayette, il met l'expérience client, le retail,
au cœur de sa stratégie. Il y a le modèle PharmaBest, 140 pharmacies avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard, avec une superficie moyenne 700 mètres carrés par pharmacie. Donc c'est un modèle sélectif, premium. Les tendances, les concentrations, développement des marques distributeurs, retailisation, donc l'expérience client, ça pèse de plus en plus. Et la financiarisation, donc maintenant il y a un nouveau risque chez la pharmacie française et les groupements français, le risque de la financiarisation, donc l'ouverture capitalière. Je passe l'exemple espagnol. Maintenant, l'expérience marocaine ou l'aventure marocaine. Alors le marché marocain, c'est un marché en pleine évolution, 14 000 pharmacies, avec le contexte marqué par une pression concurrentielle, les paras, les cliniques, les vétérinaires, etc. La tendance baissière des prix, dans le contexte camel, les groupements deviennent une alternative de plus en plus incontournable. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc la création en 2017, la taille actuelle en 2026, nous sommes 600 pharmacies avec un taux d'engagement de 34%. Ça parmi, on a droit à les contraintes et les faiblesses. Parmi les missions du Sigma Pharm, donc c'est l'optimisation des achats, la marge moyenne additionnelle, plus de 23%, marge moyenne. L'optimisation du stock en minimisant notre stock pour avoir les meilleures offres. Donc la moyenne, c'est 40% d'amélioration et d'optimisation. Donc rien que du juin 2025 jusqu'au juin 2026, plus de 15 formations qu'on a pu organiser à Sigma Pharm avec un taux de participation moyen de 70%. Les facteurs de réussite, c'est la vision, donc un plan stratégique, une gouvernance transparente. On aura le détail, on aura l'occasion de détailler tout ça. L'axe formation, donc c'est l'une des leviers stratégiques pour nous. La digitalisation, nous avons mis la transformation digitale au cœur de notre stratégie et nous avons mis l'accent à l'indépendance de l'acte pharmaceutique au sein du groupement. Les contraintes, maintenant, la première contrainte, c'est la faible culture du travail en réseau. Nous, les Marocains, qu'il y a une certaine réticence, une certaine méfiance, tout ce qui est collectif et le travail en réseau. En plus, le caractère et même la nature de l'exercice officinal, donc c'est un exercice qui est indépendant, nous sommes libéraux, etc. Du coup, psychologiquement et culturellement, qu'il y a une faible de travail en réseau, une faible culture de travail en réseau. La deuxième contrainte, c'est le manque d'engagement des adhérents. Malheureusement, M. Koulchi s'implique dans les décisions liées au groupement, surtout en matière d'achat. Les contraintes logistiques, donc on est une forte dépendance des grossistes répartiteurs où du coup les régions lointaines sont mal desservies. Donc c'est une contrainte. L'absence d'un cadre juridique spécifique, la loi qui régit les groupements d'intérêt économique, c'est une loi généraliste, c'est la loi 1397. Mais normalement, pour optimiser, pour aller de l'avant, il nous faut une législation spécifique pharmacie, pourquoi pas la loi 1704 qui régit du médicament. Il faut qu'on parle de ce modèle économique, la loi 1704. La quatrième contrainte, c'est la transformation digitale, la faiblesse à ce niveau.
Sixième contrainte, difficulté de financement. Donc beaucoup de prestations nécessitent de l'argent, nécessitent de financement, l'animation réseau. On veut développer marque distributeur, marque propre au groupement, ça nécessite de l'argent. Donc il faut aussi pour recruter des cadres, pour diriger, pour manager le groupement. Donc il y a un problème, une faiblesse au niveau du financement. La gouvernance, management. La gouvernance, principalement, jusqu'à maintenant, de 2017 jusqu'à 2026, le conseil d'administration travaille en bénévolat. Où le bénévolat, c'est un frein de développement parce que le bénévolat, il faut professionnaliser. Le bénévolat, même si le cache. Le style de management, ça aussi, une contrainte, surtout il y a un style vertical, très centralisé, mais n'est pas le cas pour notre groupement. Nous avons opté pour une régionalisation avec chaque région, un comité directeur, etc. La huitième contrainte, c'est la résistance de certaines, je dis bien certains laboratoires, et surtout la force de vente des laboratoires et même des grossistes répartiteurs, c'est normal. Qui يشوفنا une menace ou qui est l'axe qui يشوفنا une opportunité. Donc c'est pourquoi j'ai dit certains laboratoires. En conclusion, le pharmacien isolé ne peut plus se développer seul. Là, c'est une évidence. Les groupements sont la meilleure alternative pour développer la profitabilité, moderniser nos officines et préserver l'indépendance officinale. Voilà, je vous remercie, mes amis. Merci Senordine. Moi, je relève deux contraintes majeures au modèle, à savoir le manque de financement et la résistance des laboratoires. Donc, dès qu'on parle de manque de financement, ce qui revient à la tête, c'est l'ouverture du capital. Donc, les financiers sont là pour venir financer le groupement. Mais au lieu de laisser la place aux non-pharmaciens venir apporter de l'argent dans son groupement, comment aller financer à travers les pharmaciens? C'est ça l'idée. Est-ce que vous ne pensez pas à faire une augmentation de capital, à aller chercher plus de cotisations, plus d'adhérents? Quelle est votre vision de l'avenir après 9 ans d'exercice? S'il vous plaît. Sigma. Alors, pour le financement de notre groupement Sigma Pharm, donc nous avons deux. Il y a le capital, donc aussi donc les membres. Nous avons opté pour un capital variable. Donc les membres sont actionnaires dans le capital de notre groupement Sigma Pharm. Là d'une part. Il y a aussi une cotisation annuelle. Et aussi, nous organisons chaque année donc, un congrès. Nous avons notre propre congrès, c'est Medexpo, donc, qui se tient à Tanger. Et aussi, c'est une source non négligeable pour le financement de notre groupement. Donc, nous avons bien pensé financement. Nous avons, pour les contraintes, nous avons des contraintes de recouvrement. Et avant-hier, nous avons une réunion de conseil d'administration et nous avons décidé d'externaliser ce service à des prestataires professionnels. Donc voilà, merci. Si tu fais à toi la parole pour commenter un peu votre vision du groupement d'achat de pharmaciens au Maroc. Comment vous voyez ça? Comment on peut structurer ce modèle-là d'une manière plus pérenne et d'une manière plus professionnelle, je dirais, parce que c'est une gestion qui demande des managers à un profil particulier. Parce que nous autres pharmaciens, à un certain moment, on est limité dans la façon de gérer ce genre de structure. Ça, c'est mon opinion, moi. Tu as justement parlé de quelque chose de très important qui est le financement. Le financement, comme on ne veut plus entendre parler de cette libéralisation des capitaux, bien entendu, à forte raison, il va falloir qu'on cherche nous-mêmes à nous autofinancer par rapport à toutes les choses qu'on veut développer. Parmi les choses qu'on veut développer, c'est l'achat groupé et l'adhésion, à travers l'adhésion au groupement. Je pense que des canaux existent.
J'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de frein de la part du pharmacien par rapport à investir dans son propre point de vente. Et de se dire que peut-être investir dans son propre point de vente, ça n'est pas quelque chose de rentable. Donc je pense qu'il y a un travail à faire pour que le pharmacien soit conscient que son argent personnel qui reste dans un compte et que tu vois tous les jours ne sert absolument à rien. Si on veut prendre cet argent et le mettre dans n'importe quel compte d'épargne ou dans n'importe quel autre investissement, vous n'aurez jamais plus de 1 à 2%. Alors qu'en adhérant à un groupement, en faisant des achats groupés qui demandent du financement, bien entendu, pour la survie du groupement, il faut que le groupement verrouille un petit peu le règlement. On est bien d'accord, c'est un impératif. Un groupement n'est pas un grossiste. Le grossiste nous a habitués à nous donner de l'échéance. On est habitué à cette échéance. On n'est pas habitué à réfléchir et à se dire, je vais investir 50 000, 100 000, 200 000. Je vais adhérer à un groupement. Je vais faire des achats. Ces achats vont m'apporter à la fin de l'année 5%, 6%, 7% de plus que la marge que je suis en train d'avoir. Donc d'année en année, année 2025 comparé à année 2026, on peut avoir 5 à 6% de plus par rapport au chiffre d'affaires, ce qui est énorme et qu'aucun secteur ne peut vous donner du jour au lendemain. Et tout ça en faisant un minimum d'efforts, parce qu'on est en train d'investir dans notre propre pharmacie. Et ça, c'est quelque chose que je pense sur lequel il faut travailler, sur la formation des pharmaciens eux-mêmes qui ne savent pas quel est leur intérêt. Des fois, ils ne le savent pas, ils sont dans cet enrouage où l'échéance, le fournisseur vient se faire payer, 30 jours de plus, 45 jours, un impératif, donc il y a quand même une difficulté du pharmacien à gérer économiquement sa pharmacie. Donc je pense qu'il faudrait un petit peu tourner la chose vers une formation. Mais l'intérêt du groupement, elle n'est plus à démontrer. Où on adhère à un groupement et on va peut-être se développer, voire même très bien se développer ou sortir même de la crise, ou bien aujourd'hui on va être en crise et rester en crise. Et ça c'est malheureux. Parfait, donc ça passe vraiment par un changement de mindset du pharmacien qui cherche à pérenniser son activité et à se développer. Qu'on appelle les confrères et consoeurs à se manifester et aller vers la formation pour se regrouper. Donc, vous avez rajouté un mot ? Je voudrais juste vous donner un exemple un petit peu de cette, je n'irai pas jusqu'à dire inconscience, mais non prise de conscience de la part du pharmacien. Au sein de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, on a négocié durant des mois avec un prestataire de TPE pour pouvoir faire gagner aux pharmaciens d'officine 20% de la valeur qu'ils payent sur l'année. 20%. Ça n'est pas 5%, ça n'est pas 2%, ça n'est pas 10%, c'est 20%. Sur la valeur, sur le meilleur taux qu'ils avaient dans l'interchange et dans le paiement par carte au sein de la pharmacie. Donc leur faire payer d'un coup par rapport à la meilleure offre 20%, je pense que c'est une excellente chose. Et pourtant, il y a de plus en plus d'adhérents à cette convention, mais on ne sent pas un engouement terrible de la part des pharmaciens. Il y a certains qui préfèrent rester avec leur prestataire habituel en payant 20% juste parce qu'il n'a pas envie d'aller présenter ses statuts, son registre de commerce et tout ça. Donc on se rend compte quand même qu'il y a une non-prise de conscience de la part des pharmaciens par rapport à tout cela. Alors que 20% gagnés ici, 5% ici, 3% ici, ça fait un bénéfice de plus qui nous permettra à long terme de nous engager peut-être dans des réformes de la pharmacie, dans le développement de l'orthopédie, dans le développement d'autres secteurs qui nous permettront à terme de pouvoir se développer. Voilà. Merci beaucoup. Si Marouane, vous voulez rajouter un mot ? Oui, alors je rajoute par rapport à ce que disait Tawfiq sur l'investissement du pharmacien dans sa propre officine, c'est primordial. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre, ça c'est une phrase que dit une amie en Espagne, vous ne pouvez pas prétendre que quelqu'un d'autre, un laboratoire, le gouvernement, quelqu'un externe à votre pharmacie, va investir plus que vous-même dans votre entreprise. Ça, c'est quelque chose qui ne va jamais arriver. Parce que quelqu'un qui va investir plus va demander quelque chose. Donc automatiquement, c'est à vous d'investir. Et je reviens par rapport au groupement de Sigma. Effectivement, si vous voulez que le groupement vous aide par rapport aux formations, par rapport aux campagnes marketing, etc., il faut payer un abonnement mensuel.
Et je reviens là-dessus parce que j'entends Tofek dire, effectivement, j'entends beaucoup de pharmacies me dire, oui, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Oui, mais il faut prendre en compte combien de personnes, grâce au groupement, je vais économiser. Parce que quelqu'un qui va s'occuper du marketing, quelqu'un qui va s'occuper de la formation, quelqu'un qui va s'occuper de la gestion des achats, quelqu'un qui va s'occuper des ressources humaines, etc., c'est une économie. Même si vous payez 2000, 3000 dirhams par mois, parce que c'est ce que payent les pharmaciens à l'étranger d'abonnement mensuel, vous êtes toujours gagnant, parce que vous allez gagner en points de marge. Et ce matin, dans l'atelier que je faisais, je partais sur un chiffre d'affaires de médicaments de 1 million de dirhams. Je ne partais pas sur 10 millions, quoi que ce soit. 1 million de dirhams, tout le monde le fait. Grâce à des groupements, vous pouvez facilement arriver à des marges de 40-45% au lieu des 33%. Et juste en améliorant cette marge, le gain en chiffre d'affaires annuel, c'est 80 000 dirhams. Donc, quand je fais 3 000 multiplié par 12, je suis loin des 80 000. Il me reste encore de l'argent pour moi. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, il y a d'autres sources d'investissement qui vont se développer quand le secteur va être organisé. Ce sont les banques. Aujourd'hui, les banques, il n'existe pas de banque spécifique au secteur pharmacie. En Espagne, il y a 2 banques qui se sont lancées dans la spécificité des pharmacies parce que les pharmacies ont commencé à se grouper. Et donc, ces banques, elles ont vu des intérêts économiques parce qu'elles ont des interlocuteurs plus grands et qui vont demander plus d'argent. Il y a Banco Far et Arkia Bank qui ne font, à part faire d'autres choses, mais ils sont spécialisés dans les pharmacies et les groupements de pharmacies pour l'investissement de la robotique, l'investissement sur justement des investissements importants d'achat ou de centrales d'achat, ou même dans le développement, dans la rénovation des pharmacies. Qui dit rénovation, dit digitalisation, les modes de paiement automatiques, les caisses automatiques, les robots, etc. Mais ça passe parce qu'en face, ces interlocuteurs cherchent des interlocuteurs grands. Ils ne vont pas parler avec quelqu'un qui va faire une pharmacie à 2 millions, 3 millions. Ça ne l'intéresse pas. Merci beaucoup. Nourdine, vous voulez ajouter un mot ou là on passe la parole? Ok. Juste un mot. Alors la dynamique du développement des groupements, c'est un parcours de longue haleine. Développer un groupement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon et qui nécessite de la vision, de l'endurance et de la persévérance. Il faut toujours mettre ces éléments-là dans notre tête. Nous sommes les débuts, les ébauches, la création des groupements au Maroc. Alhamdoulilah, l'expérience Sigma Pharm a réussi. J'espère que ce sera un modèle inspirant. Il faut que d'autres groupements doivent avoir le jour. En France, plus de 39 groupements pour 20 000 pharmacies. Donc au Maroc, normalement, au moins doit avoir une dizaine de groupements avec des modèles différents. Et là, du modèle économique, juste une question pour mon ami Zouhir. Donc le modèle espagnol, c'est un modèle qui est très coopératif, régional, qui met l'expérience client au cœur de leur stratégie, le comment. Comment, c'est ça ma question. Alors, effectivement, en Espagne, les grossistes sont des grossistes régionaux qui travaillent avec les spécificités régionales. Comme je vous ai dit au début, l'Espagne est un pays fédéral, donc chaque région a sa législation en termes d'espace, en termes de... Par exemple, vous avez des régions où vous pouvez encaisser les services. C'est le cas de la région d'Andalousie, c'est le cas de la région de Murcie. Vous pouvez faire des traitements, alors attention, vous ne pouvez faire pas des injections esthétiques, mais vous pouvez faire des traitements esthétiques comme une esthéticienne en cabine et vous pouvez le facturer. Vous pouvez faire de la dermoanalyse et vous pouvez l'encaisser, c'est légal. Et donc, l'avantage, c'est que, effectivement, la spécificité régionale conduit d'autres régions après à copier les régions qui ont été pionnières. Par exemple, l'Andalousie a été la première à lancer la carte vitale à la française. La France l'avait déjà lancée et l'Andalousie a été la première à le lancer en Espagne. Aujourd'hui, toutes les régions l'ont. Et parce qu'il y a une région qui, au lieu d'attendre que tout le monde se mette d'accord, a dit « moi j'y vais ». Et derrière, tout le monde y a été. Et la spécificité régionale, effectivement, on a des grossistes que je voyais, Bida Pharma et Famé. Ce sont des grossistes qui sont nés régionalement et qui aujourd'hui radient sur tout le pays, mais qui gardent toujours leur spécificité régionale parce que, effectivement, les pharmacies qui vont être, on va dire, dans la région
où est né le groupe, où est né le grossiste, vont avoir de meilleures conditions, vont avoir de meilleurs groupements, etc. Et par rapport à ce que me demande Nordine, c'est qu'effectivement, ces grossistes commencent à développer en interne des groupements pour leurs clients. Bien, merci beaucoup. J'aimerais céder la parole au public ou à mes confrères si vous avez des questions à poser. C'est bon? Parfait, je pense qu'on peut clore. J'aimerais juste que vous ayez votre dernier mot. C'est Nordine, comment vous voyez l'officine dans les 4 prochaines années à l'horizon 2030? Quelle est votre vision de l'officine, du modèle officinal au Maroc? Comment ça devrait être? L'officine doit repenser notre modèle économique vers les services plutôt que axer et accentuer sur le médicament. Donc leurs médicaments et les prestations de services seraient les alternatives pour une nouvelle forme de pharmacie d'officine au Maroc, Inch'Allah. Alors oui, alors moi je suis très optimiste pour la pharmacie d'officine. Je pense qu'elle a encore de longues années devant elle. On le voit au quotidien avec les patients qui viennent chez nous et qui sont ravis d'avoir nos conseils et de se dire, voilà, je reviens à cette histoire de conseil de la concurrence, il y a eu quand même un grand soutien et une grande solidarité de la part de notre patientèle par rapport à cette histoire. Ils ont parfaitement compris que demain le pharmacien pouvait éventuellement ne plus être indépendant, être un investisseur avec des impératifs uniquement financiers et pouvait éventuellement se transformer en quelqu'un qui ne pouvait plus donner de son temps, de son conseil auprès du citoyen. Et donc, moi je vois la pharmacie comme un secteur qui a encore de l'avenir, à condition bien sûr que le pharmacien s'engage à essayer petit à petit de se transformer et d'aller vers un petit peu tout ce qu'on a dit, tous les éléments de réponse qu'on leur a fournis. Voilà. Marwan, un dernier mot? Alors, moi, je reviens à ce que disait Nordine, parce que nous, chez Anova Pharma Consulting, c'est primordial, la pharmacie doit développer les services. On ne peut pas rester que sur le médicament ou que sur la vente du comptoir. Il faut développer les services, il faut faire en sorte qu'il y ait un circuit dans la pharmacie pour le client patient. Et également, je suis tout à fait d'accord avec Tauferk, la pharmacie a un futur devant. Le Maroc va et progresse, donc les 4 prochaines années vont être excellentes pour le Maroc. Et pour le secteur de la pharmacie, ça va être aussi un moment de croissance et où la digitalisation, la modernisation des officines va justement conduire à ce que le secteur soit toujours en croissance et toujours plus intéressant. Merci beaucoup. Voilà ce qui clôt notre table ronde aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Vous avez une question, Sir Hassan? Allez-y. Ah oui. Bonsoir, Hassan, je suis pharmacien à Rabat. Alors, je voulais vous demander, lors de votre expérience en Espagne, quels sont les leviers d'investissement au niveau des pharmacies et les leviers d'investissement. Vous avez dit que ça pourrait être un capital propre, mais en quoi les pharmaciens doivent investir pour proposer d'autres services pharmaceutiques? Est-ce que vous pouvez citer quelques services pertinents au niveau des pharmacies en Espagne? Alors, en Espagne, il y a différentes sources de financement. Donc l'Espagne, il faut se rappeler quand même qu'on est dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne subventionne certaines activités dans le cadre d'un développement, pas pour financer, pour, on va dire, subventionner quelque chose qui est à perte. L'objectif, c'est de créer de l'économie, de créer de la dynamique. Donc, par exemple, dans les services, vous avez les dermoanalyseurs qui sont en expansion, vous avez tout le diagnostic qui est proposé aux pharmacies. Donc, vous avez de plus en plus d'appareils qui sont présentés aux pharmaciens. Certains ont un coût, certaines pharmacies décident d'investir d'eux-mêmes, d'autres
profitent d'une négociation groupale pour avoir une meilleure remise, donc un meilleur prix sur l'appareil. Et il y a une troisième source de financement qui est la collaboration avec le laboratoire. Les laboratoires, automatiquement, veulent mieux se positionner sur certains services, en nutrition, en cosmétique, etc. Et certains laboratoires proposent les appareils, pour nommer directement, pour parler cru. Par exemple, Filorga et Caudalie, ils sont en train de développer des petits appareils de diagnostic qu'ils offrent aux pharmaciens en échange de commandes. Donc, Caudalie et Filorga retombent dans leurs pattes grâce aux commandes et le pharmacien n'a pas à investir dans ses machines. L'Oréal, par exemple, pour ne pas rester sur les deux, à travers sa marque Premium SkinCeutical, offre les thermoanalyseurs avec la dermoconseillère qui font tourner, mais ils peuvent financer la machine à condition d'un accord économique au niveau annuel. Donc les pharmaciens en Espagne recherchent beaucoup l'accord économique annuel en disant « je me compromets à acheter tant à l'année en échange d'avoir par exemple le financement de cet appareil, le financement, des fois ça peut être des financements qui ne sont pas liés à l'appareil, sinon un financement de la pharmacie. Je veux faire une rénovation de ma pharmacie, je veux acheter un nouveau robot. C'était le cas, j'ai un client à Valence qui s'est fait financer son appareil de dispensation, enfin de micro-dispensation, enfin les SPD, la SCPD, il se l'est fait financer par Sanofi. SCPD, c'est la PDA. Voilà, en français c'est PDA. Donc il y a toujours le financement propre, mais avec l'objectif du développement, il y a le financement par le groupement, le financement par le laboratoire. Vous avez aussi le financement par le grossiste, qui en échange de maintenir le grossiste en grossiste principal ou en augmentant l'achat à l'année de ce grossiste, le grossiste peut libérer une ligne de crédit, parce que les grossistes ont du capital, et donc ils libèrent des lignes de crédit pour les pharmacies. Et vous avez ensuite la possibilité de subventions. Par exemple, en Espagne, avec le plan 2030, il y a le pack digital. Les pharmacies reçoivent, je crois, jusqu'à 15 000 euros selon le type de digitalisation qu'ils vont faire. Ça peut passer des étiquettes automatiques, par un site web, par le robot, etc. Selon ce qu'ils vont investir, ils vont recevoir une subvention, un montant de subvention sur la digitalisation. Mais avec un objectif de croissance. Ce n'est pas juste je mets une nouvelle croix. Ça ne marche pas. Merci pour votre réponse. Et il faut se rappeler que l'Espagne est dans l'Union européenne, donc du coup l'Union européenne a un autre capital à investir. Oui, mais au fait, moi je pensais juste au moyen d'investir dans une pharmacie et on peut au Maroc s'inspirer de quelques modèles, quelques conventions avec les laboratoires ou grossistes. Voilà. Merci beaucoup. Voilà ce qui clôt notre table ronde. Merci beaucoup, merci à nos intervenants et à très bientôt. Inch'Allah, merci.